Donc, en fait, pour ceux qui l'ignoreraient, Maurice Habert est le fondateur de la revue belge de psychanalyse, ça date de 1982. Elle a, dans sa formule, c'est toujours resté depuis sa création 2 numéros par an, une revue papier qui a changé une fois de couverture. Voilà, et Maurice a pris sa retraite de la société en 2016. Et on a décidé au même moment, pour l'honorer, de créer un prix Maurice Habert. C'est un prix qui récompense un article choisi tous les 2 ans parmi les 4 numéros donc, qui ont été publiés pendant les 2 années écoulées. Et donc cette fois-ci, c'est à l'occasion de ce colloque, c'est la première remise du prix Maurice Habert. Alors, la procédure est qu'on lit tous les articles, sauf bien sûr ceux qui ont été écrits par des membres du comité de rédaction ou par les correspondants étrangers. Je signale que Sylvain Missonnier est depuis peu un nouveau correspondant étranger de la revue belge de psychanalyse, comme l'est Nelly Capelli qui parlera cet après-midi. Voilà, donc on prend tous ces articles, on prend également des articles qui sont écrits par des cliniciens, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les articles écrits par des philosophes, des sociologues, etc., pour quand même conserver la dimension clinique qui est au cœur quand même de notre idée de la rédaction de la psychanalyse. Et nous sommes 4, c'est-à-dire 2 membres du comité de la revue et 2 membres du CA de la Société belge de psychanalyse qui font une première sélection. Les piles sont des vieilles piles, hein, qui marchent 5 minutes pile. Voilà. Et donc, il faut une première sélection et qui retiennent 4 articles. 4 articles qui sont alors soumis aux 2 correspondants étrangers qu'on a sollicités pour donner un avis. Et cette année, donc, c'est Nelly Capelli et Sylvain Missonnier qui ont accepté de jouer ce rôle de sélectionneur en chef. Et donc, on a eu hier soir, Sylvain il faisait allusion, une réunion au restaurant, un peu comme pour le prix Goncourt, pour décider entre nous de l'attribution du lauréat. Voilà. Et donc, je mentionne quand même les 4 articles qui ont été retenus, c'est important, me semble-t-il. Il y a, évidemment, M. Narclin, son prénom c'est Bérangère de Narclin, qui avait écrit un article sur la folie privée, un article très clinique, avec des dimensions théoriques très senties et très en lien avec les situations cliniques qu'elle évoquait. Donc un très bel article sur les états limites et leur traitement. Un article de Mamie Armstrong, donc, qui est malheureusement aujourd'hui qui nous a quittés, sur Bion et Beckett, parallèle entre Bion et Beckett. Un très bel article, alors forcément un article d'histoire des idées et d'histoire de la psychanalyse et d'histoire de l'écriture. Un 3e article écrit par notre collègue suisse Luc Magnola sur l'environnement non humain de Harold Searles, revisité à la lumière de la crise écologique. C'était paru dans le numéro sur Bion, comme le précédent d'ailleurs aussi. Et enfin, un article de Angélique Gozlan, c'est peut-être, si votre Alzheimer n'est pas trop avancé, qui a écrit un article sur l'adolescent et l'écriture sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'était les 4 articles qu'on avait sélectionnés, et donc après, évidemment, c'était 4 très beaux articles, et donc on a dû choisir, et le choix s'est porté sur l'article de Luc Magnola sur l'environnement non humain. Alors, les motivations qui ont amené quand même le jury vers cela, c'était quand même ce côté d'urgence et de déni dont fait l'objet la crise écologique. Il me paraissait quelque chose qui, en plus, interrogeait particulièrement les psychanalystes et leur absence de réflexion psychanalytique, enfin, leur absence
très 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 petite quantité d'écriture analytique qui touche cette question. Et donc on a voulu amener vraiment la réflexion et le pointage là-dessus. Voilà. Et donc, pour ne pas faire trop long, j'ai envoyé un petit mail à Luc Magnona à minuit et demi à l'issue de notre réunion. C'est peut-être le cas pour le monde, je ne sais pas comment ça marche. Mais, voilà, toujours est-il qu'il a reçu ce SMS et ce mail, et il y a répondu très très vite. Et ce matin, j'ai trouvé un message qu'il m'a demandé de vous lire. Chers collègues, chers amis, j'ai été extrêmement surpris d'apprendre cette nuit que vous m'avez décerné le prix Maurice Habert pour mon article sur l'environnement non humain. J'aimerais être avec vous pour partager cela, mais je suis à Berne pour une journée d'acte de passage au sein de ma commission d'enseignement. L'environnement non humain ne renvoie plus aujourd'hui aux préoccupations qui étaient celles de Harold Searles lorsqu'il se souciait que les personnes soumises à un fonctionnement psychotique déshumanisé puissent néanmoins s'apparenter au fonctionnement humain non psychotique. L'environnement non humain évoque la crise environnementale qui touche la biosphère, notre berceau, alors que nous prenons conscience que l'homme ne vit pas hors d'elle, mais qu'il est pris dans les mailles du vivant. L'homme n'est pas seulement gouverné par son inconscient, il se découvre enfermé dans un environnement qui se dégrade en conséquence de sa propre activité. Alors que nous sommes en passe de modifier pour des millénaires l'environnement auquel nous devons la vie, je vous suis particulièrement reconnaissant d'avoir distingué un article qui évoque cette crise environnementale, qui nous met en crise, voire qui menace l'existence même de notre espèce. Ce faisant, vous passez à l'action, et cette action est plus que précieuse. Elle est vitale. C'est aujourd'hui que nous devrions nous engager dans une insurrection verte pour tenter, si cela est encore possible, de maintenir notre climat au-dessous de la barre des 2 degrés de réchauffement. Faute de quoi, nous devrons alors nous soucier de tenter de demeurer aussi apparentés à l'humain que possible dans l'effondrement qui suivra. Dans les deux cas, je pense qu'en tant que psychanalystes, nous avons un rôle à jouer en prenant la parole et en agissant. Nous sommes fondamentalement réticents à nous engager politiquement, mais nous sommes astreints à le faire, je pense, lorsque, comme pour la Shoah, l'enjeu dépasse le politique. Et c'est le cas lorsque nous vivons une apocalypse de la biodiversité. C'est pourquoi je publierai un livre intitulé « La crise environnementale sur le vivant » aux éditions InPress Paris en mars 2019. Ce livre sera interdisciplinaire, car lorsque nous manque l'écoute de l'écoute que l'analysant fait de nos interprétations, je pense que la méthodologie nous impose de nous mettre à l'écoute des spécialistes du champ étudié, en l'occurrence les écologues. Je vous suis donc extrêmement reconnaissant d'avoir ponctué cet enjeu essentiel par le prix Maurice Habert. Très cordialement, Luc Magnona. Alors, pour vous dire quand même, ce prix, il est symbolique évidemment, mais il n'est pas que symbolique. Il n'est pas que symbolique. Je vais vous le montrer tout de suite, mais auparavant, je vais vous montrer d'où vient le choix du prix lui-même. Donc, Jean-Pierre Pirot, qui est notre magicien de l'image, a enregistré, il y a quelques années déjà, des interviews des directeurs successifs de la revue de psychanalyse. Et dans l'interview de Maurice Habert, il y avait ceci. J'ai toujours beaucoup lu, et j'ai lu américain et anglais, et j'étais fasciné par l'écriture. Ce d'autant plus que je sais écrire, mais j'écris mal. Il y a 2, 3 catégories. J'écris des nouvelles, j'écris des scénarios, mais c'est une très grande difficulté, une souffrance. Je vois d'autres qui écrivent comme ça, avec une aisance spontanée, ils corrigent après. Quand je vois Jacqueline écrire, c'est confondant. J'en ai d'autres qui écrivent avec une spontanéité. Moi, j'ai eu des difficultés énormes. Et il y a des articles que j'ai écrits spontanément. Et alors, d'autres, des bonnes âmes, ont dit, écoute, tu écris en patagon. Voilà, tu écris en patagon. Alors,
Le Patagon, donc, c'est le pays, c'est la Patagonie, hein, c'est Magellan, c'est les Patagons. Mais comme je suis curieux, j'ai été quand même regarder, parce que le Patagon, ça me disait vaguement quelque chose. Donc le Patagon fait partie d'un système monétaire qui est instauré au début du XVIIe siècle par les archiducs Albert et Élisabeth pour redynamiser l'économie des Pays-Bas méridionaux. Et donc, dans le cœur de ce système économique qui va durer, qui va très très bien marcher et qui reste efficace jusqu'au milieu du XVIIIe, donc ça dure un siècle et demi, ce qui est pas mal du tout. Le Patagon est au cœur de ce système, puisque le Patagon, en fait, est le nom du souverain d'argent. Donc le souverain, c'était l'unité monétaire de ce système, et le souverain d'argent s'appelle le Patagon. Le Patagon, c'est bien intéressant parce que le Patagon, en plus, alors le Patagon il se décline, hein, il y a le demi-Patagon, le quart de Patagon, le huitième de Patagon, le 16e de Patagon, il y a les patards. Le patard, je crois qu'il faut 48 patards pour faire un Patagon. Il y a des ducatons, des demi-ducatons. C'est une grande famille, et cette grande famille marche tellement bien que elle devient le médium pour des échanges économiques dans toute l'Europe, et en particulier vers l'Europe de l'Est et la Russie. Au point même que, alors ce Patagon, il était imprimé dans deux lieux, à Anvers et à Bruxelles. Il y avait donc déjà la concurrence Bruxelles-Anvers, on voit les développements actuels. Mais donc, le Patagon d'Anvers est choisi par les Russes pour devenir une monnaie d'échange commerciale pour payer les importations russes, etc. Et un Patagon vaut 64 kopecks. Alors je trouve qu'il y a là quand même une image de Maurice Habert en visionnaire de ce que la psychanalyse pouvait devenir, un médium de dispersion de la psychanalyse dans toute l'Europe, jusqu'en Russie, de l'Atlantique à l'Oural, comme dirait De Gaulle, ne peut que susciter notre émerveillement. Et donc c'était assez logique que le prix Maurice Habert soit effectivement un Patagon. Et donc, Maurice a reçu en 2016 le premier Patagon de notre série, un Patagon édité en 1618, un Patagon anversois. Les Anversois, ils mettent dans le Patagon, vous avez une croix de Saint-André, avec une couronne au-dessus. Vous avez les armes des archiducs Élisabeth et Albert et Élisabeth. Vous avez la toison d'or qui pendouille là au milieu en dessous. Et puis alors vous avez au-dessus la marque de la fabrique. Et donc Anvers c'était une main, et Bruxelles évidemment un angelot. Un peu comme ça. Et donc, il a eu le Patagon 1618 d'Anvers, et Malik Magnola recevra donc le Patagon bruxellois de 1620. Voilà.